retrouver ce bon vieux Socrate et on va commencer par se connaître un peu mieux soi-même. En effet, une erreur courante consiste à penser qu'en prépa, pour réussir sa prépa, il y a une seule méthode que tout le monde devrait appliquer. Mais en fait, rien n'est moins vrai, on est tous différents, on a tous une manière de fonctionner différente, un logiciel interne différent, des forces et des faiblesses différentes. Et donc, plutôt que d'appliquer la même recette aveuglément à tout le monde, le mieux c'est d'adapter la recette qui te convient, mais pour cela, il va falloir déterminer qui tu es. Alors, on n'est pas dans une dissertation de philosophie, déterminer qui tu es, ça peut aussi sûrement prendre toute une vie. Donc on va commencer petit, basique, avec quelques questions. Évidemment, je te donnerai plus tard dans les vidéos suivantes une technique un peu magique, une recette pour arriver à atteindre tes objectifs. Mais pour l'instant, on va déjà creuser un peu plus pour savoir qui tu es. Donc moi, j'aime bien la métaphore suivante. Dans la nature, il y a plein de plantes différentes. Et toutes ces plantes ont des caractéristiques différentes. Et certaines fleurissent quand il fait très chaud, d'autres quand il y a beaucoup d'eau, d'autres dans des terrains plus ou moins argileux, plus ou moins sableux. Et ça, en fait, ça nous montre tout à fait que ce qu'on reconnaît comme étant absolument normal pour une plante, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de plantes différentes pour faire un monde harmonieux, c'est exactement la même chose pour nous, les êtres humains. Il y a autant de types de plantes, il y a autant de types d'êtres humains que de types de plantes. Et le problème, c'est que dans des parcours d'études comme la classe préparatoire, on va avoir tendance à se pousser vers l'uniformisation et à adopter parfois un comportement, des méthodes de travail qui ne nous conviennent pas. Donc, de manière concrète, on imagine tous que si tu es une orchidée, par exemple, qui a besoin d'un environnement chaud, humide, mais sans trop, et que subitement on te met en plein désert, il ne va pas falloir plus de quelques jours pour que tu sois une plante fanée. Eh bien, ça va être l'inverse aussi si tu as un cactus et qu'on t'arrose 5 fois par jour. En 2 jours, tu es à moitié pourri. Et ça ne va pas aider au développement de cette plante. Alors, il y avait aussi une anecdote que j'ai lue dernièrement, que j'ai trouvée très intéressante, toujours dans une métaphore avec les plantes et les fruits et légumes. Donc, si tu es jardinier et que tes laitues ne poussent pas, est-ce que c'est la faute de la laitue? On dirait jamais que c'est la faute de la laitue. On dirait que la terre n'est pas assez meuble, que la terre est trop arrosée, qu'il y a des insectes nuisibles ou des animaux qui viennent la grignoter. On ne met pas la faute sur la laitue. On met la faute sur l'environnement, sur les conditions extérieures. Donc là, ça va être exactement la même chose avec toi ou avec tes camarades. Pour arriver à ce que tu fleurisses, il va falloir arriver à trouver quels sont les événements de l'environnement qui te conviennent et qui vont t'aider à être à 100% de ton potentiel. Alors, on va commencer tout d'abord. On va se poser plusieurs questions et je compte sur toi pour vraiment mettre cette vidéo sur pause, prendre un cahier, réfléchir, t'interroger, noter tout ce qui te vient à l'esprit pour ensuite pouvoir synthétiser ces points, ce qui va nous donner une photo plus précise de qui tu es. Donc, dans un premier temps, quelque chose que j'affectionne particulièrement et qui est issu des théories du profil MBTI
consiste à déterminer si tu es plutôt introverti ou extraverti. Donc, c'est ce que je disais, est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti? Mais cette définition de introverti-extroverti va être légèrement différente de ce qu'on croit habituellement. Habituellement, on a l'impression que ton comportement social, la manière dont tu réagis avec les autres, détermine si tu es introverti ou extraverti. Et moi, je te propose exactement l'inverse, c'est-à-dire que là où cette définition devient intéressante, c'est en termes d'énergie. Quand tu n'as plus d'énergie, quand tu es un peu déprimé, un peu triste, quand ça va pas bien, est-ce que la manière pour toi de revenir dans un état de bien-être, c'est de t'isoler ou c'est d'aller avec les autres? C'est-à-dire, est-ce que tu vas tirer de l'énergie d'une solitude, d'une situation calme, tranquille, où tu vas lire, écouter de la musique, te ressourcer de l'intérieur? Ou est-ce qu'au contraire, pour trouver de l'énergie, tu vas aller voir les autres? Tu vas faire la fête, être avec des amis, partager un moment social, et donc tu vas tirer ton énergie des autres. Donc mets sur pause, prends ton cahier, note ça, réfléchis aux dernières fois où tu étais pas très bien éventuellement, et note exactement ce que tu as fait pour revenir dans un état de bien-être. Allez, je te fais confiance, à tout de suite. Donc maintenant tu sais si tu es plutôt extraverti ou introverti. Donc tu sais la prochaine fois où ça n'ira pas bien, quelle va être la potion magique, l'antidote pour arriver à revenir dans un état de bien-être. Si tu es introverti, je te conseille plutôt de te retrouver toi-même, d'être dans un endroit tranquille en faisant une activité qui te nourrit. Et si tu as déterminé que tu étais plutôt extraverti du point de vue de l'énergie, tu vas alors aller voir les autres, trouver un groupe d'amis, partager un moment ensemble pour retrouver cette énergie. Ensuite, maintenant nous allons aborder le sujet des forces. Il est impératif d'arriver à déterminer ses forces. On a tous des forces. Et connaître ses forces va permettre de construire sur des bases solides une stratégie pour trouver de l'énergie et mobiliser tes capacités physiques et mentales. Donc maintenant, je voudrais que tu réfléchisses à tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, que ce soit au collège, au lycée, que ce soit en famille, que ce soit à travers tes activités de loisirs, tes activités sportives, tes activités artistiques ou tes hobbies secrets. Et tu vas réfléchir à tout ce que tu as fait, aux projets auxquels tu as participé et trouver les points, les moments où tu as été vraiment super, où tu as été génial, où tes forces naturelles ont permis de faire une différence ou à l'inverse, ont permis de t'emmener sur un chemin de réussite individuellement ou collectivement si c'était un travail de groupe. Donc je voudrais que tu trouves au moins 5 événements où tu as fait preuve de qualités qui peuvent être très diverses, on n'a pas tous les mêmes qualités, où tu as fait quelque chose dont tu es fier et qui te définirait. Mets sur pause, bonne réflexion. Donc, maintenant, évidemment, on a tous des forces, mais on a tous des faiblesses. Et savoir identifier ces faiblesses est une grande force, puisque plutôt que de subir tes faiblesses, tu vas pouvoir alors, en les connaissant, les anticiper et trouver une stratégie pour les contourner. Pour moi, c'est quelque chose de très important. J'appelle ça la stratégie des digues. C'est un nom qui m'est tout à fait personnel, puisque ça fait déjà de nombreuses années que j'ai identifié que
souvent, on a du mal à lutter contre nos faiblesses structurelles, nos faiblesses personnelles qui font la personne que nous sommes profondément. Donc plutôt que d'essayer de lutter contre ce phénomène naturel qui est très compliqué à maîtriser, comme la mer, on peut difficilement lutter contre la marée haute, contre la marée basse, contre les flux de la mer et de l'océan. La stratégie consiste à construire une digue qui va pouvoir venir nous protéger de ce phénomène naturel que l'on a tous en soi. Mais pour pouvoir construire la bonne digue, c'est-à-dire la bonne réponse à une tendance naturelle négative, il faut d'abord se plonger dans ce qui n'est pas agréable à faire, c'est-à-dire regarder quelles sont nos faiblesses. Regarder sans complaisance là où on a raté et on s'en veut un peu. Là où on n'est pas très fier. Là où ça fait mal. Là où on a été humilié. Bref, toutes les choses peu reluisantes qu'on aimerait garder au fond de soi et ne pas montrer. Donc là encore, mets la vidéo sur pause, reprends ton cahier, réfléchis à tous les événements vécus au collège, vécus au lycée, dans ta famille, à l'école, dans tes hobbies, et dans lesquels tu as vécu un échec relatif qui vont t'aider à mettre la lumière sur tes faiblesses. Allez, à tout de suite. C'est bon? Bon, super. Donc là, on a bien avancé puisqu'on a déjà une vision bien plus précise de tes points forts et de tes points faibles. Donc traditionnellement, dans notre culture française, on considère que lorsqu'on a des forces et des faiblesses, il faut essayer de compenser ces faiblesses pour arriver à s'améliorer. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, surtout dans un contexte scolaire. Selon le jeu des coefficients, il peut être utile de renforcer ses faiblesses. Mais une autre idée mérite qu'on y prête attention, c'est cette idée qu'il faut au contraire capitaliser sur ses forces et capitaliser sur ses domaines d'excellence. Pourquoi? Parce que ce sont les domaines dans lesquels on est naturellement très bon, dans lesquels on a beaucoup de plaisir et dans lesquels on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être excellent. Donc, loin de moi encore l'idée de dire qu'il faut totalement abandonner les matières dans lesquelles tu n'y arrives pas ou totalement ignorer tes points faibles et tes faiblesses, pas du tout. Mais on peut essayer de voir les choses sous différents angles pour arriver à déterminer une stratégie gagnante pour toi. Donc, maintenant, à la fin de cette vidéo, tu as identifié tes points forts, identifié tes points faibles. Ce que je te conseille maintenant, c'est de les noter sur une feuille de manière propre et attractive et d'afficher la liste de tes points forts, la liste de tes réussites, tu peux faire une petite description rapide, à un endroit que tu vas regarder tous les jours. Que ce soit à l'intérieur d'un placard, par exemple, c'est très pratique dans la salle de bain, quand tu as une porte de placard d'un petit meuble de toilette par exemple, ou quand tu as ton placard à vêtements. Ça va faire partie des petites choses que tu vas pouvoir regarder du coin de l'œil tous les jours, un tout petit peu, et qui vont arriver à ancrer en toi cette confiance qui va être basée sur tes réussites et ta personnalité.